La nouvelle femme de mon père a exigé que je l'appelle ma vraie maman et a refusé de répondre à quoi que ce soit d'autre. Alors j'ai complètement arrêté de lui parler. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Le cancer l'a emporté lentement sur 18 mois et je l'ai vue s'éteindre dans un lit d'hôpital entouré de machines. C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle me faisait la lecture tous les soirs jusqu'à ce que je sois trop grande pour admettre que je voulais encore qu'elle le fasse. Elle m'a appris à cuisiner et me laissait mettre le désordre dans la cuisine sans se fâcher. Elle me disait qu'elle m'aimait tous les jours et je la croyais complètement. Quand elle est morte, une partie de moi est partie avec elle et mon père a porté le deuil pendant environ 2 ans avant de recommencer à sortir avec quelqu'un. Je comprenais qu'il se sentait seul et qu'il avait besoin de compagnie. J'avais 14 ans et je ne pouvais pas remplir le rôle d'une partenaire adulte, peu importe à quel point j'essayais de lui tenir compagnie. Quand il m'a présenté une femme nommée Cheryl, j'ai été polie et accueillante parce que je voulais qu'il soit heureux. Et Cheryl semblait assez sympathique au début. Elle m'interrogeait sur mes intérêts et se souvenait des détails que je mentionnais. Elle ne forçait pas trop les choses pour devenir mon amie, ce que j'appréciais, et respectait le fait que je pleurais encore ma mère et ne me pressait pas de l'accepter trop vite. Je pensais qu'elle comprenait l'équilibre délicat d'entrer dans une famille qui avait vécu une perte. Mais ensuite, elle et mon père se sont fiancés et tout a changé. Le mariage était petit et a eu lieu quand j'avais 16 ans. Je me suis tenue aux côtés de mon père et je l'ai vu épouser quelqu'un qui n'était pas ma mère. J'ai souri parce que je l'aimais et que je voulais soutenir son bonheur. Mais Cheryl m'a regardée pendant la cérémonie, avec une expression que je n'arrivais pas très bien à déchiffrer, et plus tard, j'ai compris que c'était de la possessivité. Elle pensait qu'épouser mon père signifiait m'acquérir aussi. La première fois que Cheryl m'a demandé de l'appeler maman, c'était la semaine suivant leur lune de miel. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle me demandait de lui passer le sel, disant que, puisqu'elle était la femme de mon père maintenant, il était logique que j'utilise un titre familial au lieu de son prénom. Je lui ai dit que j'avais déjà une mère. Elle a dit qu'elle comprenait, mais que ma mère était partie et qu'elle était là maintenant. Alors je lui ai dit que je l'appellerais Cheryl, et elle a semblé déçue, mais n'a pas insisté davantage. Cette conversation s'est répétée toutes les quelques semaines au cours des mois suivants. Cheryl continuait de remettre sur le tapis la question de maman, comme l'eau qui use une pierre, disant que cela l'aiderait à se sentir membre de la famille, que d'autres beaux enfants appelaient leurs beaux-parents maman ou papa, que je résistais sans raison, et que ma mère voudrait que j'aie une figure maternelle dans ma vie. Elle a vraiment invoqué ma mère morte pour me convaincre de la remplacer, et j'ai continué à dire non. Alors Cheryl a intensifié les choses et a cessé de répondre quand je l'appelais par son prénom. Je disais Cheryl, et elle me regardait avec un regard vide, comme si je n'avais pas parlé. Je posais une question en utilisant Cheryl, et elle se détournait comme si elle n'avait rien entendu. J'essayais d'attirer son attention avec Cheryl, et elle agissait comme si j'étais invisible. Elle a dit à mon père qu'elle ne me répondrait que si je m'adressais à elle correctement en tant que mère, et pas seulement mère. Elle voulait que je l'appelle ma vraie mère, comme si ma vraie mère avait été fausse d'une certaine manière, comme si la femme qui m'a donné naissance, m'a élevée et m'a aimée pendant 12 ans, était moins réelle que quelqu'un qui est apparu 4 ans après sa mort. J'ai raconté à mon père ce qui se passait, il a semblé mal à l'aise et a dit que Cheryl voulait juste se sentir acceptée, que je pourrais peut-être céder et utiliser un titre différent, comme maman ou mère, et que maintenir la paix était important pour que notre famille fonctionne, mais il n'a pas dit à Cheryl d'arrêter son exigence ridicule. Au lieu de cela, il m'a demandé de céder. J'ai refusé de l'appeler maman ou toute variation de ce mot, et elle a refusé de reconnaître mon existence à moins que je ne le fasse. Alors, pendant les mois suivants, nous avons vécu dans la même maison, dans un silence complet. Elle ne me répondait pas et j'ai arrêté d'essayer de lui parler. Si j'avais besoin de communiquer quelque chose, je le disais à mon père et il transmettait le message. Si elle avait besoin de quelque chose de moi, elle le disait à mon père et il me le demandait. Et nous sommes devenus 2 personnes occupant le même espace, sans jamais interagir directement. Au début, Cheryl semblait satisfaite de cet arrangement. Elle pensait qu'elle gagnait en me forçant à obéir ou à être ignorée. Elle pensait qu'éventuellement, je craquerais et l'appellerais comme elle le voulait. Parce que les adolescents ont besoin de figures parentales et que je réaliserais que j'avais besoin d'elle. Mais elle a sous-estimé à quel point je n'avais pas besoin d'elle du tout. J'avais 17 ans et j'étais parfaitement capable de prendre soin de moi-même. Je préparais mes propres repas, faisais ma propre lessive, m'occupais de mes responsabilités scolaires et avait des amis, des activités et une vie qui existait complètement en dehors de cette maison. Le silence de Cheryl ne me punissait pas. Il me libérait d'avoir à faire semblant de l'aimer. Et les mois se sont transformés en une année alors que le silence continuait. La dernière année de lycée a commencé dans 2 semaines et j'ai réalisé que l'impasse silencieuse avec Cheryl durait depuis une année entière, sans qu'aucune de nous ne cède. Je comptais parfois les jours quand j'étais assise dans ma chambre à faire mes devoirs ou à faire défiler le fil de mon téléphone, 365 jours sans parler à la femme de mon père, qui vivait dans la même maison, mangeait à la même table et me croisait dans les couloirs comme si j'étais un meuble. J'étais fière de moi d'une manière qui, je le savais, était probablement mauvaise. J'avais prouvé quelque chose d'important, même si personne d'autre ne comprenait ce que cela signifiait. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Cheryl pour exister, je n'avais pas besoin de sa reconnaissance pour fonctionner. Je cuisinais mon propre petit déjeuner tous les matins, préparais mon propre déjeuner et faisais ma propre livre le jeudi. Je maintenais une moyenne de notes solides. J'avais des amis et j'allais à l'entraînement de football 3 fois par semaine. Ma vie fonctionnait parfaitement bien sans jamais dire un seul mot à la femme qui avait épousé mon père et essayer d'effacer le souvenir de ma mère en exigeant que je l'appelle ma vraie mère. Laïa est venue un samedi après-midi, 2 semaines avant la rentrée. Nous avions prévu de regarder des films et de manger des cochonneries comme nous le faisions la plupart des week-ends. Elle est entrée dans la cuisine où mon père faisait du café et Cheryl lisait quelque chose sur sa tablette. J'ai pris des sodas dans le frigo et j'ai demandé à mon père s'il nous restait des chips. Il a dit oui et m'a dit où elles étaient. Cheryl a levé les yeux de sa tablette et m'a regardée. Mais je n'ai pas établi de contact visuel. Elle s'est tournée vers mon père et a dit quelque chose à voix basse. Il a soupiré et m'a dit que Cheryl voulait savoir si Laïa restait pour le dîner. J'ai regardé Laïa et elle a hoché la tête. Alors j'ai dit oui à mon père. Il a répété cela à Cheryl, qui est retournée à sa tablette sans aucune expression. Laïa a observé tout cet échange avec des yeux de plus en plus écarquillés. Nous avons pris les collations et sommes montés dans ma chambre. Elle a fermé la porte derrière nous et a immédiatement demandé ce qui se passait en bas. Je lui ai dit que c'était normal et que nous devrions juste regarder le film. Elle a dit que ce n'était pas normal et que c'était la chose la plus étrange qu'elle ait jamais vue. 2 personnes dans la même pièce, utilisant une 3e personne comme traducteur, n'était pas normal du tout.
Je me suis mise sur la défensive parce que je m'étais convaincue au cours de l'année passée que cet arrangement fonctionnait bien. J'ai dit à Laia qu'elle ne comprenait pas la situation et que ce n'était pas aussi pire que ça en avait l'air. Elle s'est assise sur mon lit et a demandé si j'étais vraiment bien à vivre comme ça. La question m'a mise mal à l'aise parce que je ne voulais pas examiner de trop près si j'allais vraiment bien ou si j'étais juste têtue. J'ai changé de sujet et j'ai lancé le film. Le premier jour de la dernière année est arrivé avec le chaos habituel pour trouver les salles de classe et comparer les emplois du temps avec les amis. Ma professeure de la dernière période a distribué un épais dossier sur les inscriptions à l'université qui m'a noué l'estomac. J'ai feuilleté les pages et vu des sections exigeant les signatures des parents, des informations financières et les coordonnées des 2 tuteurs du foyer. Le mot tuteur m'a sauté aux yeux parce que légalement cela incluait Cheryl, bien qu'elle n'ait jamais agi comme une quelconque tutrice pour moi. J'ai fourré le dossier dans mon sac à dos et j'ai essayé de ne pas y penser. Au dîner ce soir-là, mon père m'a interrogé sur ma première journée et j'ai dit que c'était bien. Je n'ai pas mentionné le dossier de l'université. Je suis allée dans ma chambre, je l'ai sorti et j'ai lu toutes les exigences. La plupart des inscriptions nécessitèrent la signature des parents. Les formulaires d'aide financière exigèrent des informations détaillées sur les revenus de tous les membres du foyer. Certaines écoles voulèrent des lettres de recommandation de membres de la famille. Je ne pouvais pas éviter l'existence de Cheryl quand les universités avaient besoin d'informations des 2 tuteurs légaux vivant sous le même toit. J'ai essayé de tout gérer uniquement par l'intermédiaire de mon père. Je lui ai apporté le dossier quand Cheryl n'était pas là et lui ai demandé s'il pouvait remplir les sections parentales. Il a regardé les formulaires et son visage a pris un air fatigué. Il a expliqué que les informations financières de Cheryl étaient au fil nécessaires pour les demandes d'aide, puisqu'ils déclaraient leurs impôts conjointement maintenant. Ces revenus comptaient comme revenus du ménage, ces biens comptaient comme biens du ménage. La réalité pratique de leur mariage signifiait que je ne pouvais pas simplement faire semblant qu'elle n'existait pas, quand la bureaucratie exigeait le contraire. Je me sentais piégée par des formulaires et des exigences qui ne se souciaient pas de mes limites émotionnelles. Mon père a vu mon visage et a dit que nous réglerions cela ensemble. J'ai demandé s'il pouvait obtenir les informations de Cheryl sans que j'aie à m'impliquer. Il a dit qu'il essaierait, mais que certains formulaires pourraient exiger que nous nous asseyions tous ensemble. Cette pensée m'a donné envie de vomir. Une semaine plus tard, mon père m'a dit que les réunions parents-professeurs étaient prévues pour le mois suivant. Il semblait épuisé quand il a dit ça. L'école avait spécifiquement demandé la présence des 2 parents, puisque c'était la dernière année et que la planification de l'université était un objectif principal. J'ai commencé à dire que Cheryl n'avait pas besoin de venir, mais il m'a interrompu, a dit que l'école avait envoyé une lettre adressée à lui et à Cheryl en tant que mes tuteurs légaux. Ils les attendaient tous les 2 là-bas. Je pouvais voir à quel point la tension de notre dysfonctionnement familial l'usait. Il avait de nouvelles rides autour des yeux qui n'étaient pas là 1 an auparavant. Ses épaules tombèrent vers l'avant comme s'il portait quelque chose de lourd tout le temps. J'ai réalisé que j'étais tellement concentrée sur ma guerre avec Cheryl que je n'avais pas remarqué à quel point cela le blessait. Il était coincé au milieu de 2 personnes qui refusèrent de se parler et devaient traduire chaque interaction. Il ne pouvait pas se détendre dans sa propre maison parce que la tension était toujours là, bourdonnant sous tout. La mère de Laia est venue me chercher pour une session d'études chez eux la semaine suivante. Laia est montée chercher ses livres et je suis restée dans la cuisine avec Evelyn, qui coupait des légumes pour le dîner. Elle m'a demandé comment je m'en sortais à la maison de cette façon douce qui indiquait clairement que Laia avait raconté quelque chose sur la situation. J'ai dit que j'allais bien, mais ma voix est sortie bizarrement. Evelyn a arrêté de couper et m'a regardée avec cette expression bienveillante qui me rappelait ma propre mère. Elle a demandé si je voulais parler de quelque chose. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai commencé à pleurer là, dans sa cuisine, et je n'ai pas pu m'arrêter. Elle m'a donné des mouchoirs et n'a pas essayé de me serrer dans ses bras ou de rendre la situation moins gênante. Elle m'a juste laissé pleurer, jusqu'à ce que je puisse respirer à nouveau. Puis je lui ai tout raconté, toute l'impasse silencieuse, l'exigence de Cheryl que je l'appelle ma vraie mère. L'année sans parler, mon père coincé au milieu, les inscriptions à l'université me forçant à reconnaître l'existence de... Evelyn a tout écouté sans interrompre ni juger. Quand j'ai fini, Evelyn ne m'a pas dit quoi faire. Elle a posé des questions de réflexion à la place. Elle a demandé à quoi je voulais que ma relation avec mon père ressemble dans 5 ans. Je n'avais pas pensé à ça de cette façon avant. J'étais tellement concentrée sur le fait de gagner et de protéger la mémoire de ma mère que je n'avais pas considéré les dommages à long terme sur ma relation avec mon père. La question m'a effrayée parce que j'ai réalisé que je le blessais en maintenant cette impasse. Evelyn a demandé si ma mère voudrait que j'ai une bonne relation avec mon père. J'ai dit oui immédiatement parce que ma mère l'aimait et voulait qu'il soit heureux. Evelyn a demandé si la situation actuelle aidait à cet objectif. J'ai admis qu'elle y nuisait. Elle a demandé ce que je pensais pouvoir faire différemment sans compromettre mes valeurs fondamentales concernant ma mère. Je n'avais pas de réponse. Le soir de la réunion parents-professeurs est arrivé et nous sommes allés à l'école dans un silence complet. Nous nous sommes assis à la cafétéria à l'une de ces minuscules tables destinées aux enfants de l'école primaire et avons attendu que les professeurs nous appellent. Mon père s'est assis entre Cheryl et moi. D'autres familles autour de nous parlaient et riaient et semblaient anormales. Nous ressemblions à l'unité familiale la plus étrange imaginable. Ma professeure de mathématiques nous a appelés en premier et a commencé à poser des questions à Cheryl sur mes progrès et mes habitudes d'études. Cheryl l'a regardée sans expression. La professeure a semblé confuse et a répété la question. Cheryl a continué à la fixer. Mon père s'est raclé la gorge et a répondu pour elle. C'est arrivé avec chaque professeur. Ils adressèrent des questions à Cheryl sur mes notes ou mon comportement ou mes projets pour l'université, et elle restait assise en silence jusqu'à ce que mon père répète tout. Nous avions l'air complètement fous pour les observateurs extérieurs. Je pouvais voir d'autres parents nous regarder et chuchoter. Les professeurs commençaient à avoir l'air mal à l'aise et inquiets. Ma professeure d'anglais a pris mon père à part après la fin de notre session. J'ai observé à quelques mètres de distance pendant qu'elle lui parlait à voix basse. Je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais voir son visage, et il était plein d'inquiétude. Elle continuait de me regarder puis de regarder Cheryl. Le visage de mon père est devenu rouge vif de honte. Sa mâchoire s'est crispée. Quand il est revenu là où Cheryl et moi étions, il n'a rien dit. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Je suis montée sur le siège arrière et Cheryl sur le siège passager avant. Mon père s'est assis sur le siège conducteur mais n'a pas démarré la voiture. Il a agrippé le volant assez fort pour que ses jointures blanchissent. Puis, il a explosé contre moi pour la première fois en plus d'1 an.
a dit que je le faisais passer pour un père terrible, a dit que les professeurs pensaient que quelque chose n'allait vraiment pas dans notre famille, a dit qu'il était humilié et épuisé et qu'il ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. J'ai riposté que ce n'était pas moi qui avais épousé quelqu'un qui exigeait que j'efface le souvenir de ma mère décédée. Ma voix est sortie forte et tranchante. Il a crié que j'étais têtue et irrationnelle. J'ai crié qu'il avait choisi sa nouvelle femme au lieu de sa propre fille. La dispute a escaladé en hurlements complets sur le parking avec d'autres familles passant devant notre voiture. J'ai dit des choses que je gardais depuis 1 an sur la façon dont il laissait Cheryl me traiter comme si j'étais invisible. Il a dit des choses sur la façon dont je lui rendais impossible d'avoir le moindre bonheur après la mort de ma mère. Nous pleurions et crions tous les deux. Cheryl est restée assise sur le siège avant tout le temps, ne disant absolument rien. Je l'ai regardée dans le rétroviseur et j'ai vu ce petit sourire satisfait sur son visage. Elle attendait ça. Elle attendait que nous nous retournions l'un contre l'autre. C'était ce qu'elle voulait depuis le début. Je suis allée dans ma chambre et j'y suis restée. Mon père a frappé 2 fois au cours des 3 jours suivants, mais je n'ai pas répondu. Je l'entendais debout devant ma porte, respirant lourdement, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Finalement, ses pas s'éloignaient dans le couloir et je recommençais à fixer mon plafond. Le 4e jour, j'ai fait un sac et envoyé un message à Laïa, demandant si je pouvais venir. Elle a dit oui immédiatement sans poser de questions. J'ai marché jusqu'à sa maison à 6 pâtés de maison de là, et sa mère a ouvert la porte avec une étreinte qui m'a serré la gorge. Evelyne n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle m'a juste montré la chambre d'amis et a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin. La maison de Laïa semblait être un monde différent, où les gens parlaient normalement, et riaient au dîner, et ne communiquaient pas par l'intermédiaire d'une tierce personne, comme dans un jeu du téléphone. Gavin m'a interrogé sur mes cours et a vraiment écouté mes réponses. Lynn a fait mes pâtes préférées sans que j'aie à demander. Laïa et moi avons regardé des films dans sa chambre et elle ne m'a pas poussée à expliquer pourquoi j'avais débarqué avec un sac à dos, l'air d'être sur le point de pleurer. J'ai mieux dormi dans leur lit d'amis que dans ma propre chambre depuis des mois. Le contraste entre leur famille chaleureuse et normale et la mienne silencieuse et brisée m'a fait réaliser à quel point les choses avaient empiré à la maison. Je suis restée chez Laïa pendant 5 jours d'affilée. Mon père a envoyé un message demandant quand je reviendrais, mais je n'ai pas répondu. Cheryl n'a envoyé aucun message, ce qui ne m'a pas surprise. Le samedi matin, Gavin est allé au supermarché et a apparemment rencontré mon père dans le rayon des céréales. Laïa m'a raconté ça plus tard dans l'après-midi, après que Gavin soit rentré à la maison l'air inquiet. Son père a demandé au mien comment les choses allaient et mon père s'est complètement effondré là, entre les Cheerios et les Frosted Flakes. Il a admis qu'il n'avait aucune idée de comment réparer notre situation familiale, a dit qu'il avait l'impression de perdre sa fille et ne savait pas quoi faire à ce sujet, a dit à Gavin que la dispute à la réunion parents-professeurs avait détruit tout morceau fragile qu'il nous restait. Gavin est apparemment resté là tenant une boîte de granola pendant que mon père pleurait en public, ce qui m'a fait me sentir horrible quand j'en ai entendu parler. Mon père ne pleurait jamais devant les autres. Il gardait ses effondrements pour les moments privés ou tard le soir quand il pensait que je dormais. Le fait qu'il ait perdu le contrôle dans un supermarché signifiait que les choses étaient pires que ce que je comprenais. Gavin a suggéré que mon père me parle honnêtement de la façon dont la situation l'affectait. Mon père a dit qu'il ne savait pas comment avoir cette conversation sans me donner l'impression qu'il choisissait Cheryl plutôt que moi à nouveau. Je me suis sentie mal d'entendre tout cela de seconde, mais parce que mon père souffrait et que je faisais partie de la raison. Je suis rentrée à la maison ce dimanche soir-là. Mon père était assis à la table de la cuisine quand je suis entrée et a semblé soulagé de me voir, a demandé si j'allais bien et j'ai hoché la tête, a demandé si nous pouvions parler, mais j'ai dit pas encore. Il a accepté cela sans insister. Je suis allée dans ma chambre et j'ai trouvé des brochures d'université éparpillées sur mon lit. Il y avait des dépliants d'écoles publiques et d'universités privées et de collèges communautaires. Chacun avait un post-it attaché avec l'écriture de Cheryl. L'un disait « Bon programme » d'ingénierie et un autre disait « Fortes options d'aide financière » et un troisième disait « Près de la maison si tu veux visiter ». Les notes étaient soigneusement écrites avec des détails sur pourquoi chaque école pourrait me convenir. J'ai pris les brochures et j'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Elle essayait d'aider avec mon avenir tout en refusant toujours de me parler à moins que je ne l'appelle comme elle le voulait. Elle essayait de montrer une sollicitude maternelle par des gestes silencieux au lieu d'une communication réelle. La manipulation était si évidente que j'ai eu envie de jeter les brochures à la poubelle. Mais je ne l'ai pas fait parce que l'information était vraiment utile et que je devais commencer à rechercher sérieusement des universités. J'ai détesté que Cheryl ait raison à ce sujet. La semaine suivante, d'autres brochures sont apparues sur mon lit, avec des impressions sur les délais du FAFSA et les demandes de bourse. Cheryl a laissé une copie surlignée des exigences d'aide financière avec un mot disant « Nous devrions remplir cela ensemble bientôt ». Je voulais déchirer ces notes, mais la partie pratique de mon cerveau savait qu'elle avait accès aux documents fiscaux dont j'aurais besoin. Le déséquilibre de pouvoir m'a soudainement terrifiée. J'étais tellement concentrée sur notre bataille émotionnelle que je n'avais pas envisagé que Cheryl sabotait mes inscriptions à l'université si elle le voulait. Elle pourrait refuser de fournir des informations financières ou retarder l'envoi des formulaires jusqu'à ce que les délais soient passés. Elle tenait tout mon avenir entre ses mains et je n'avais aucun moyen légal de forcer sa coopération. J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller d'orientation, Theo Barker, pour parler des inscriptions à l'université. C'était un gars plus jeune qui semblait vraiment se soucier des élèves au lieu de simplement traiter de la paperasse. Quand je me suis assise dans son bureau, il a sorti mon dossier et a commencé à demander où je voulais m'inscrire. Je lui ai donné une liste d'écoles que j'avais recherchées et il a hoché la tête en approuvant mes choix. Puis il a demandé les coordonnées de mes parents pour pouvoir envoyer les documents pertinents. J'ai hésité et il l'a remarqué immédiatement, a demandé s'il y avait un problème à la maison qui pourrait affecter mes inscriptions. J'ai expliqué toute la situation en termes cliniques, essayant de garder l'émotion en dehors de ça. Je lui ai parlé de l'exigence de Cheryl que je l'appelle ma vraie mère et de son refus de me reconnaître quand je n'obéissais pas. J'ai expliqué l'année de silence et comment mon père agissait comme messager entre nous. J'ai mentionné que les inscriptions à l'université nécessitaient sa coopération financière et que j'étais inquiète de ce que cela signifiait. Théo a écouté sans interrompre et, quand j'ai fini, semblait sincèrement inquiet. Il a demandé si je me sentais en sécurité à la maison et j'ai dit oui physiquement, mais émotionnellement c'était compliqué. Il a suggéré une thérapie familiale et j'ai vraiment ri à voix haute à cette idée. Je lui ai dit que Cheryl n'admettrait jamais qu'elle faisait partie d'un quelconque problème. Elle pensait qu'elle était complètement justifiée dans ses demandes et son traitement silencieux était de ma faute parce que j'étais têtue.
Théo a écrit quelque chose dans ses notes et a dit notre conversation au cas où j'aurais besoin de soutien plus tard. Il m'a donné des informations sur l'émancipation et les options d'aide financière aux étudiants qui ne nécessitaient pas la coopération des parents. Le fait qu'il pense que je pourrais avoir besoin de ces ressources a rendu la situation encore plus sérieuse que je ne l'avais admis à moi-même. Ce soir-là, mon père est venu dans ma chambre vers 22h. Il a frappé et a attendu que je dise « Entrez », au lieu d'entrer simplement comme il le faisait quand j'étais plus jeune. Il s'est assis sur le bord de mon lit et a regardé ses mains pendant un long moment avant de parler. A dit que nous devions parler de la planification de l'université et qu'il ne pouvait pas continuer à être un messager entre moi et Cheryl. Sa voix semblait fatiguée et vaincue. A dit que la situation actuelle ne fonctionnait pour personne et que quelque chose devait changer avant que les délais d'inscription n'arrivent. Je l'ai regardé de près et j'ai remarqué des choses que j'avais manquées. Avant parce que j'étais tellement absorbée par ma propre colère. Son visage avait de nouvelles rides autour des yeux et de la bouche. Ses cheveux étaient les plus gris que dans mon souvenir. Il semblait plus vieux et usé, comme si le stress le vieillissait plus vite que le temps ne le devrait. J'ai réalisé que l'impasse silencieuse affectait sa santé et son bien-être au-delà de ce que j'avais compris. Il n'était pas seulement mal à l'aise avec notre dysfonctionnement familial, il était détruit par cela lentement alors qu'il essayait d'empêcher sa femme et sa fille de s'effondrer complètement. J'ai accepté de m'asseoir à la même table que Cheryl pour discuter des finances de l'université. Mon père a semblé si soulagé quand j'ai dit oui que je me suis sentie coupable de lui faire mendier une coopération de base. Il a programmé la réunion pour samedi après-midi et a passé les jours suivants à préparer des formulaires et des documents comme s'il organisait une transaction commerciale au lieu d'une conversation familiale. Quand samedi est arrivé, je me suis assise à la table de la salle à manger et Cheryl s'est assise en face de moi et mon père s'est assis en haut avec une pile de papier d'aide financière. Il lisait chaque formulaire à voix haute en expliquant quelles informations étaient nécessaires et pourquoi. Cheryl répondait aux questions sur ses revenus et son statut fiscal, ne parlant qu'à mon père. Je fournissais mon numéro de sécurité sociale et mes informations académiques, ne parlant qu'à mon père. Aucun de nous ne regardait l'autre ni ne reconnaissait la présence de l'autre directement. Nous avons passé 1 heure ainsi à travailler sur les exigences du FAFSA et les demandes d'aide financière de l'université avec mon père comme seule personne autorisée à parler aux deux parties. L'absurdité de la situation était évidente pour nous tous, mais nous avons maintenu la mascarade parce que c'était le seul compromis que nous pouvions gérer. Les mains de mon père tremblaient légèrement pendant qu'il notait les informations et j'ai remarqué qu'il devait demander à Cheryl de répéter les choses plusieurs fois parce qu'il continuait de perdre sa concentration. Le stress le tuait en temps réel et je regardais cela se produire tout en refusant de réparer les choses parce que réparer signifiait trahir la mémoire de ma mère. 2 semaines. Plus tard, la sœur de Cheryl est venue pour une visite de week-end. Je l'avais rencontrée une fois auparavant au mariage et je me souvenais d'elle comme sympathique, mais insistante. Elle est arrivée vendredi soir avec des bagages et du vin et a serré Cheryl dans ses bras comme si elle ne s'était pas vue depuis des années, bien qu'elle se parle constamment au téléphone. Mon père semblait nerveux d'avoir une visite dans notre maison hostile et silencieuse. Je suis restée dans ma chambre la majeure partie du vendredi soir, évitant toute la situation. Samedi matin, je suis descendue pour le petit déjeuner et j'ai trouvé la sœur de Cheryl assise à la table de la cuisine, nous observant, Cheryl et moi, bouger l'une autour de l'autre comme des danseuses qui ne se touchaient jamais. Elle a remarqué comment Cheryl demandait à mon père de me passer le jus d'orange au lieu de me le donner directement, a vu comment je disais à mon père que je sortais au lieu de l'annoncer à la pièce comme une personne normale le ferait. Samedi, après-midi, elle avait compris toute la dynamique et décidé de la réparer elle-même. Elle m'a coincée dans le salon pendant que Cheryl était aux toilettes et que mon père était dehors, en train de tondre la pelouse, a dit qu'elle comprenait que les relations familiales étaient compliquées, mais que je pourrais peut-être appeler Charles autrement comme compromis. Elle a suggéré maman ou mère, ou même juste mère, sans le qualificatif vrai, a dit que Cheryl voulait juste se sentir incluse et importante. Je l'ai fait taire immédiatement, lui ai dit que tout titre maternel semblait remplacer ma vraie mère et que je ne le ferais pas, peu importe la formulation. Elle a semblé frustrée et a dit que j'étais inflexible. J'ai dit qu'elle ne comprenait pas ce que c'était que de perdre sa mère et d'avoir ensuite quelqu'un qui exige que vous fassiez comme si elle n'avait jamais compté. Elle a reculé, après ça, mais je pouvais voir qu'elle pensait que j'étais le problème. Octobre est arrivé avec les dates limites d'inscription à l'université qui approchaient chaque jour. J'avais écrit mes rédactions et envoyé mes résultats de test, mais j'avais besoin de documents financiers de mon père et de Cheryl pour compléter les inscriptions. J'ai réalisé avec une peur grandissante que Cheryl avait un accès total aux déclarations d'impôts et aux relevés bancaires que je ne pouvais pas obtenir sans sa coopération. Elle pourrait retarder la fourniture d'informations jusqu'à ce que les délais soient passés, pourrait refuser de signer des formulaires exigeant la signature des 2 parents, pourrait saboter tout mon avenir si elle décidait que notre impasse silencieuse était plus importante que mon éducation. Le déséquilibre de pouvoir me terrifiait parce que j'avais passé tellement de temps concentré sur les batailles émotionnelles que je n'avais jamais considéré les moyens pratiques par lesquels elle pourrait me blesser. Je n'avais aucun droit légal aux documents financiers, je ne pouvais pas la forcer à coopérer. Ma seule option était de demander à mon père de la convaincre et d'espérer qu'elle m'aiderait malgré notre haine mutuelle. Je me sentais piégée et impuissante d'une manière que je n'avais pas connue depuis la mort de ma mère. J'ai commencé à rechercher sérieusement des universités et j'ai réalisé que je ne regardais que des écoles à plus de 5 heures de la maison. Des universités publiques à l'autre bout du pays, des universités privées dans des fuseaux horaires différents, des programmes qui nécessiteraient des billets d'avion pour visiter. Je me suis dit que c'était pour trouver les meilleures opportunités académiques, mais ce n'était que partiellement vrai. Principalement, j'avais besoin de distance physique avec la maison toxique où je ne pouvais pas exister à moins de nier l'importance de ma mère. Laïa a remarqué mon modèle de recherche un après-midi alors que nous regardions des sites d'université ensemble dans sa chambre. Elle a demandé pourquoi je n'envisageais aucune école locale ou même des universités d'État à une courte distance en voiture. J'ai essayé d'expliquer que je voulais de nouvelles expériences et des environnements différents, mais elle a tout de suite compris, a demandé directement si je fuyais, et je n'ai pas pu nier honnêtement. Je fuyais absolument un foyer où le silence était le seul moyen de maintenir mon identité. J'échappais à une situation qui détruisait lentement ma relation avec mon père et me donnait l'impression d'être folle de maintenir ma position. J'avais besoin d'espace pour respirer et exister sans que chaque interaction soit une bataille sur la pertinence de ma mère morte. J'ai envoyé des inscriptions à 8 écoles et chacune était à plus de 5 heures de distance. J'ai imprimé la liste et l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine parce que mon père avait besoin de savoir où je postulais. 2 jours plus tard, il est venu, dans ma chambre l'air bouleversé, a dit que Cheryl avait vu la liste et s'était sentie blessée que je ne postule qu'à des écoles éloignées,
a dit qu'on aurait dit que j'essayais d'échapper à la famille entièrement. Il a demandé si c'était vrai, et je lui ai dit honnêtement que oui, j'avais besoin d'espace, d'un foyer où je n'avais pas le droit d'exister à moins de nier l'importance de ma mère. Il a tressailli comme si je l'avais frappé, a dit qu'il comprenait, mais que ça faisait quand même mal de réaliser que sa fille comptait les jours jusqu'à ce qu'elle puisse partir. Je voulais le consoler, mais j'avais aussi besoin qu'il comprenne qu'il avait créé cette situation en laissant Cheryl me traiter comme si j'étais invisible. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans une maison où la communication de base nécessitait un traducteur. Il a hoché la tête lentement et a quitté ma chambre sans rien dire de plus. Je les ai entendus, lui et Cheryl, parler dans leur chambre plus tard cette nuit-là avec des voix trop basses pour que je distingue les mots, mais le ton semblait triste et vaincu. Thanksgiving est arrivé 3 semaines plus tard, et le frère de mon père, Albert, a conduit 6 heures pour se joindre à nous pour le dîner. Albert était le genre de personne qui disait exactement ce qu'il pensait sans se soucier de mettre les gens mal à l'aise. Mon père a mis la table avec un soin excessif, disposant assiettes et couverts comme si le placement parfait pouvait en quelque sorte réparer notre dynamique familiale brisée. Cheryl a cuisiné un repas traditionnel avec de la dinde, de la farce et de la sauce au canneberge qui sentait incroyablement bon malgré tout. Nous sommes assis aux extrémités opposées de la longue table de salle à manger avec mon père coincé au milieu comme un arbitre dans un match de boxe. Albert a remarqué la disposition des sièges immédiatement et a haussé les sourcils, mais n'a pas fait de commentaire tout de suite. Le repas s'est déroulé dans un silence douloureux, à l'exception des tentatives désespérées de mon père de conversation normale. Il a interrogé Albert sur le travail et l'état des routes et tout ce à quoi il pouvait penser pour combler le silence. Albert a répondu brièvement tout en nous observant. Cheryl et moi nous ignorait avec l'aisance pratiquée de plus d'1 an d'expérience. Quand mon père m'a demandé de passer quelque chose, je lui ai remis directement. Quand il a demandé à Cheryl, elle a fait de même. Nous fonctionnions comme 2 unités familiales distinctes qui se trouvaient occuper le même espace physique. Après le dîner, Albert a aidé à débarrasser les plats pendant que Cheryl commençait à faire la vaisselle, et j'ai reculé vers ma chambre. J'ai entendu Albert tirer mon père dans le couloir près de l'escalier, où leur voix résonnait plus qu'ils ne le voulaient probablement. Le ton d'Albert était ferme quand il a dit que cette situation n'était plus durable. A dit à mon père que nous observer au dîner était comme voir une famille s'effondrer activement au ralenti. A dit que mon père devait vraiment être un père au lieu de simplement maintenir la paix en évitant les conflits. Il a souligné que laisser Cheryl et moi continuer cette guerre silencieuse blessait tout le monde, surtout mon propre père. La réponse de mon père était trop basse pour que je l'entende clairement, mais sa voix semblait fatiguée et vaincue. Albert a continué et a dit que j'avais presque 18 ans et que je partirais bientôt pour l'université. Et si mon père voulait vraiment que notre relation soit endommagée au-delà de toute réparation, parce qu'il avait trop peur d'établir des limites avec sa femme. Cela a frappé fort parce que je savais que c'était vrai, même de ma position dans l'escalier où je m'étais arrêtée pour écouter. Albert est parti le lendemain matin avec une étreinte de mon père et un regard inquiet dans ma direction qui m'a fait me sentir coupable de contribuer au dysfonctionnement familial. 2 jours plus tard, mon père a appelé Cheryl. Et moi dans le salon avec une expression qui signifiait qu'il avait pris une décision, a dit que nous irions en thérapie familiale, que cela nous plaise ou non, parce que, clairement, nous ne pouvions pas réparer cela nous-mêmes. La réponse immédiate de Cheryl a prouvé qu'elle n'avait rien appris de plus d'1 an de silence. Elle a dit qu'elle n'irait en thérapie que si j'étais prête à faire des compromis sur la façon dont je l'appelais. Elle a présenté cela comme si la thérapie était conditionnelle à ce que je cède. En premier, ce qui montrait qu'elle voyait toujours notre problème fondamental comme une négociation qu'elle pouvait gagner. J'ai regardé mon père en espérant qu'il couperait court à cela, mais il a juste regardé entre nous avec une frustration impuissante. Je leur ai dit que j'irais en thérapie, mais que je ne promettais rien sur les résultats ou les compromis. Mon père a semblé soulagé juste d'obtenir un accord de nous deux, bien que les conditions de Cheryl révèlent à quel point elle comprenait peu pourquoi nous étions brisés. La lettre d'admission à l'université est arrivée par un après-midi gris de décembre, alors que j'étais seule à la maison. J'ai vu l'enveloppe épaisse dans la boîte aux lettres, et mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Parce que les enveloppes fines signifiaient un rejet, mais les épaisses signifiaient une acceptation. L'université était à 8 heures de route, dans un autre état avec un programme d'aide financière décent, qui rendrait la fréquentation possible. J'aurais dû ressentir une pure joie. Mais au lieu de cela, mes émotions étaient compliquées et désordonnées. Je célébrais la chance de laisser mon père derrière moi, ce qui me rendait incroyablement triste parce que je l'aimais toujours, même si j'étais en colère contre ses choix. Je voulais courir vers lui et lui montrer la lettre, mais je voulais aussi garder cette victoire privée comme preuve que je pouvais échapper à la maison où je n'avais pas le droit d'exister en tant que moi-même. J'ai décidé de laisser la lettre d'admission sur le comptoir de la cuisine, où il la verrait en rentrant du travail. Cheryl l'a trouvée en premier. Je suis descendue le lendemain matin pour découvrir une assiette de cookies devant la porte de ma chambre avec un petit mot qui disait « Félicitations » de son écriture. Les cookies étaient aux pépites de chocolat faits exactement comme ma mère les faisait, avec des bords légèrement croustillants et des centres moelleux. J'ai fixé l'assiette en essayant de comprendre ce que ce geste signifiait. Cela semblait sincère, comme si elle était vraiment heureuse de ma réussite, mais cela ressemblait aussi à une autre tactique de manipulation pour m'adoucir à son égard. Les cookies étaient mes préférés, et elle le savait parce que mon père avait dû le lui dire. Elle avait pris le temps de les faire cuire elle-même au lieu d'acheter des cookies du commerce, ce qui demanda un réel effort. J'ai pris l'assiette et l'ai emmenée dans ma chambre, où je me suis assise sur le lit en les regardant, comme s'ils pouvaient contenir des messages cachés. J'ai mangé les cookies parce qu'ils étaient délicieux, et je n'étais pas assez gaspilleuse pour jeter de la nourriture parfaitement bonne. Chaque bouchée avait exactement le goût de mon enfance, quand ma mère cuisinait ces mêmes cookies les samedis après-midi. Je me suis demandé si Cheryl comprenait le poids de recréer la recette de ma mère, ou si elle voyait juste cela comme un geste gentil. L'assiette vide est restée sur mon bureau pendant 2 jours avant que mon père ne la remarque lors d'une de ses vérifications sur ma planification pour l'université. Son visage s'est illuminé d'espoir quand il a vu la preuve que j'avais accepté l'offre de Cheryl. Il a demandé prudemment si cela signifiait que les choses pourraient s'améliorer entre nous, et je me suis sentie très mal de le décevoir. J'ai expliqué que manger des cookies ne signifiait pas que j'étais prête à l'appeler maman, ou à faire semblant que notre désaccord fondamental était résolu. Il a hoché la tête, mais l'espoir n'a pas complètement quitté son expression, ce qui m'a fait me sentir coupable, même si je ne faisais rien de mal en maintenant mes limites. Noël s'est approché plus vite que prévu,
et des membres de la famille élargie ont commencé à appeler mon père pour les projets de vacances. Je l'ai entendu au téléphone avec sa mère admettre que notre maison était dysfonctionnelle et qu'il ne savait pas si recevoir la famille était sage cette année. Il avait l'air gêné, expliquant que sa fille et sa femme ne se parlaient pas et que les réunions de famille pourraient être étranges. Je me sentais très mal de l'entendre décrire notre dynamique brisée à sa mère, que j'aimais et qui aimait ma mère. Je savais que je contribuais à son isolement de la famille élargie, qui ne voulait pas naviguer dans notre maison étrange et silencieuse. Laïa m'a invité à passer Noël avec sa famille. Pendant le déjeuner un jour à l'école, sa mère, Evelyn, a apparemment suggéré cela après que Laïa ait mentionné à quel point les choses étaient tendues chez moi. L'offre était tentante parce que la famille Thornton fonctionnait vraiment normalement avec des rires et des conversations et sans impasse silencieuse. J'ai sérieusement envisagé d'accepter et d'échapper entièrement à l'étrangeté du matin de Noël, mais je ne pouvais pas abandonner mon père lors d'une fête importante, même si sa femme rendait notre foyer insupportable. J'ai dit à Laïa que je devais être à la maison avec mon père et elle a compris sans me demander plus d'explications. J'ai retrouvé mon père ce soir-là et lui ai dit que je participerais au matin de Noël, mais que je ne ferais pas semblant que tout allait bien ou ne jouerais pas à la famille heureuse au profit de Cheryl. Il a semblé soulagé que je ne prévois pas de disparaître complètement et a dit que c'était juste. Le matin de Noël est arrivé froid et brillant avec de la neige couvrant notre jardin de devant. Mon père a fait du café et Cheryl a préparé le petit déjeuner et nous nous sommes réunis autour de l'arbre, avec des cadeaux emballés comme une famille normale que nous n'étions absolument pas. Mon père a distribué les cadeaux avec une énergie nerveuse, comme s'il avait peur que quelque chose ne fasse exploser la paix fragile. Cheryl a donné à mon père une belle montre et il lui a donné des boucles d'oreilles et ils ont échangé le genre de cadeaux que les couples mariés s'offrent. Puis Cheryl m'a tendu une petite boîte emballée que je n'attendais pas, parce que nous n'échangions pas de cadeaux. Mon père semblait nerveux en m'observant prendre le paquet, ce qui m'indiquait qu'il ne savait pas non plus ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai ouvert la boîte lentement et j'y ai trouvé un délicat collier en argent avec une pierre bleue que j'ai immédiatement reconnue comme la pierre de naissance de ma mère. Ce geste m'a complètement déstabilisée, car il reconnaissait ma mère au lieu d'essayer de la remplacer. C'était l'opposé de tout ce que Cheryl avait exigé au cours des 2 dernières années. Le visage de mon père montrait qu'il était aussi surpris que moi, ce qui signifiait que Cheryl avait planifié cela seule, sans son avis. J'ai tenu le collier et j'ai senti ma colère soigneusement entretenue se fissurer légèrement, car ce cadeau démontrait une compréhension que je ne pensais pas que Cheryl possédait. J'ai levé les yeux et j'ai établi un contact visuel avec elle pour la première fois depuis plus d'1 an. Le mot merci est sorti presque comme un murmure avant que je ne puisse me retenir. Cheryl semblait surprise et émue, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réponde de quelque manière que ce soit. Mon père a commencé à pleurer de soulagement devant ce petit moment de communication directe entre sa femme et sa fille. J'étais en colère qu'un cadeau attentionné fasse agir tout le monde comme si notre problème fondamental était résolu, alors que rien n'avait vraiment changé concernant l'exigence d'être une vraie mère. Je me suis retirée dans ma chambre, le collier serré dans ma main, et j'ai envoyé un message à Laïa pour qu'elle vienne. Elle est arrivée 1 heure plus tard et je lui ai montré le collier, admettant que j'étais confuse quant à sa signification. Laïa a tenu le collier à la lumière et a souligné que Cheryl essayait peut-être de montrer qu'elle comprenait mon deuil. Elle a dit que cela n'effaçait pas l'exigence d'être mère, ni ne rendait tout parfait, mais que cela pourrait indiquer une certaine conscience que son approche était fausse. J'ai mis le collier et je me suis regardée dans le miroir portant la pierre de ma mère autour du cou comme un cadeau de ma belle-mère. Et j'ai senti que mes émotions étaient trop compliquées pour être organisées correctement. La semaine suivant Noël, mon père m'a trouvée dans la cuisine en train de préparer le dîner et m'a demandé si nous pouvions parler. J'ai posé le couteau que j'utilisais pour couper les légumes et je me suis tournée vers lui. Il semblait nerveux et changeait constamment le poids d'un pied à l'autre. Il a dit que le cadeau du collier semblait peut-être être un tournant et s'est demandé si j'envisagerais d'essayer une thérapie familiale. J'ai senti mon estomac se nouer parce que je savais que cette conversation allait arriver, mais j'espérais qu'elle ne viendrait pas. Il a dit que nous n'avions que 8 mois avant que je parte pour l'université et qu'il voulait que nous essayions d'arranger les choses avant mon départ. Je voulais dire non immédiatement, mais j'ai regardé son visage et j'ai vu à quel point il semblait fatigué. Il avait des cernes profonds et de nouvelles rides autour de la bouche qui n'étaient pas là 1 an auparavant. J'ai réalisé que l'impasse silencieuse l'avait vieilli, d'une manière que je n'avais pas remarquée tant j'étais occupée à être têtue. Je lui ai dit que j'irais en thérapie, mais que je ne promettais pas que cela arrangerait quoi que ce soit. Il a semblé si soulagé que je me suis sentie coupable de l'avoir fait attendre si longtemps pour demander. Il a dit qu'il avait déjà trouvé une thérapeute spécialisée dans les familles recomposées et qu'elle pourrait nous recevoir la semaine suivante. J'ai hoché la tête et je me suis remise à couper des légumes, tandis qu'il restait là 1 minute de plus, comme s'il voulait en dire plus. Finalement, il a juste pressé mon épaule et a quitté la cuisine. Je l'ai entendu annoncer la nouvelle à Cheryl dans le salon et sa voix semblait prudente, mais pleine d'espoir. J'ai fini de préparer le dîner et j'ai mangé seule dans ma chambre parce que m'asseoir à table avec eux deux semblait encore trop étrange, même après le moment du collier. Le cabinet de la thérapeute se trouvait dans un bâtiment médical sans âme, avec des murs beiges et des chaises inconfortables dans la salle d'attente. Nous sommes restés assis là sans parler, tandis que d'autres familles entraient et sortaient autour de nous. Un petit enfant jouait avec des blocs dans le coin et ses parents l'observaient avec des expressions fatiguées. Je me suis demandé quel problème les amenait là et s'ils étaient pires que les nôtres. Finalement, une femme a ouvert une porte et a appelé nos noms. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des cheveux foncés attachés en queue de cheval et des lunettes qui lui donnaient l'air sérieux. Elle s'est présentée et nous a conduits dans une petite pièce avec un canapé et 2 chaises. Mon père s'est assis sur une chaise et a fait signe à Cheryl et moi de prendre le canapé, mais j'ai choisi l'autre chaise. Cheryl s'est assise seule sur le canapé, semblant mal à l'aise. La thérapeute s'est installée dans sa chaise avec un carnet et nous a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là. Personne n'a parlé pendant ce qui a semblé être une éternité. La thérapeute a attendu patiemment, comme si elle avait toute la journée. Finalement, mon père s'est raclé la gorge et a commencé à parler. Il a expliqué toute l'histoire, depuis sa rencontre avec Cheryl, jusqu'à l'exigence d'être une vraie mère et l'année de silence. Sa voix a tremblé quand il a parlé de la mort de ma mère et de comment il ne savait pas comment m'aider dans mon deuil. Il a dit qu'il pensait qu'épouser Cheryl me donnerait une figure maternelle, mais qu'au lieu de cela avait créé cette situation horrible où sa femme et sa fille refusèrent de se parler. La thérapeute a pris des notes et posé des questions de clarification. Elle a demandé combien de temps avait duré le silence et mon père a dit 13 mois. Elle a regardé Cheryl et moi avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Cheryl a regardé ses mains tout le temps que mon père parlait. J'ai regardé le mur derrière la tête de la thérapeute et j'ai compté les cadres accrochés là. Il y avait 7 certificats et 2 peintures de paysages. La thérapeute a demandé si Cheryl ou moi voulions ajouter quelque chose à l'explication de mon père. Cheryl a dit qu'elle voulait juste se sentir partie intégrante de la famille. Je n'ai rien dit.
La thérapeute a écrit d'autres notes et la séance s'est terminée par sa déclaration qu'elle voulait nous voir chaque semaine. Nous avons programmé notre prochain rendez-vous et sommes partis sans nous parler. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison était silencieux, à l'exception de la radio jouant une chanson pop que je ne reconnaissais pas. La deuxième séance a commencé par la thérapeute demandant directement à Cheryl pourquoi être appelée vraie mère importait tant. Cheryl a semblé surprise d'être mise sur la sellette. Elle a trébuché sur ses mots en essayant d'expliquer. Elle a dit qu'elle voulait être une vraie mère, pas seulement quelqu'un qui vivait dans la maison. Elle a dit que d'autres belles-mères étaient appelées maman, et elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si résistante. Elle a dit que cela l'aiderait à se sentir acceptée et valorisée. La thérapeute a écouté, puis a dit quelque chose qui a fait changer le visage de Cheryl. Elle a dit que les relations parentales se construisent par des actions et une connexion au fil du temps. Elle a dit qu'exiger un titre ne crée pas la relation et peut empêcher qu'elle se forme naturellement. Elle a dit que le respect et l'amour ne peuvent pas être forcés par des exigences de non. L'expression de Cheryl est passée de confuse à défensive. Elle a dit qu'elle avait essayé de se connecter avec moi, mais que je l'avais repoussée. Elle a dit qu'elle cuisinait et m'achetait des choses et essayait de s'impliquer dans ma vie. La thérapeute a demandé quel type de réponse elle avait obtenu de ses efforts. Cheryl a admis que j'étais polie, mais distante. La thérapeute a demandé si le traitement silencieux était l'idée de Cheryl, ou s'il s'était développé mutuellement. Cheryl a dit qu'elle l'avait commencé parce qu'elle s'était sentie manquer de respect quand je n'utilisais pas le titre qu'elle voulait. La thérapeute a écrit plus de notes. Elle m'a demandé si j'avais quelque chose à dire sur ce que Cheryl avait partagé. J'ai dit que Cheryl ne pouvait pas acheter une relation avec des biscuits et de nouveaux vêtements. J'ai dit que ma mère avait gagné son titre en étant présente pendant 12 ans et que personne ne pouvait remplacer cela en épousant mon père. Cheryl a semblé blessée, mais je m'en fichais. La thérapeute a dit que nous continuerions à explorer ses sentiments lors des prochaines séances. Notre troisième séance a eu lieu la semaine suivante et la thérapeute a changé son approche. Elle m'a demandé de parler de ma mère et de ce qu'elle signifiait pour moi. Je ne voulais pas partager quelque chose d'aussi personnel devant Cheryl, mais la thérapeute a attendu patiemment. J'ai commencé à parler lentement de la façon dont ma mère me lisait des histoires tous les soirs. J'ai décrit sa voix faisant différents personnages et comment elle ne se lassait jamais de lire les mêmes livres encore et encore. J'ai parlé de cuisiner avec elle et comment elle me laissait casser les œufs, même quand je mettais des coquilles partout. J'ai expliqué comment elle m'avait appris à faire du vélo et courait à côté de moi en tenant la selle jusqu'à ce que je sois prête à partir seule. J'ai décrit la chambre d'hôpital où elle est morte et comment elle semblait petite dans le lit. Ma voix a commencé à trembler quand j'ai parlé de ces derniers mots pour moi. Elle m'a dit que j'étais forte et courageuse et qu'elle m'aimerait toujours. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter. La thérapeute m'a tendu des mouchoirs et m'a laissé pleurer sans me presser. Quand j'ai finalement levé les yeux, tant mon père avait aussi des larmes sur le visage. Cheryl semblait sincèrement émue par ce que j'avais dit et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose comme de la compréhension dans son expression. La thérapeute a demandé si j'avais fini et j'ai secoué la tête. Elle a dit que mon amour pour ma mère était clair et magnifique. Elle a dit que protéger ce souvenir avait tout son sens. Elle a demandé à Cheryl si entendre cela changeait sa perspective d'une manière ou d'une autre. Elle a essuyé ses yeux et a dit qu'elle ne réalisait pas à quel point je ressentais encore profondément la perte de ma mère. Elle a dit qu'elle pensait que 4 ans étaient suffisants pour tourner la page. La thérapeute l'a corrigé gentiment et a dit que le deuil n'a pas de date limite. La séance suivante s'est concentrée sur les sentiments et les motivations de Cheryl. La thérapeute a demandé si elle comprenait que rivaliser avec ma mère était impossible. Elle a dit « Ma mère et Cheryl occupaient des rôles différents et n'avaient pas besoin d'être comparés. » Cheryl est restée assise en silence pendant un long moment avant de répondre. Elle a admis qu'elle se sentait menacée par à quel point j'aimais ma mère. Elle a dit qu'elle voulait prouver qu'elle pouvait être tout aussi importante dans ma vie. Elle a dit que lorsque mon père parlait de ma mère avec tant d'amour et de tristesse, cela lui donnait l'impression qu'elle ne serait jamais à la hauteur. Elle a dit qu'exiger le titre de vraie mère était sa façon d'essayer d'établir son importance. La thérapeute a demandé si elle comprenait maintenant que cette approche ne fonctionnerait pas. Cheryl a hoché la tête lentement. Elle a dit qu'elle pouvait voir comment cela m'éloignait au lieu de nous rapprocher. Elle a dit qu'elle se sentait peu sûre de sa place dans la famille et avait mal géré cela. La thérapeute a demandé ce qu'elle aurait aimé faire différemment. Elle a dit qu'elle aurait aimé prendre le temps de construire une relation avant d'exiger quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle aurait dû respecter mon deuil au lieu de le voir comme une compétition. Mon père a tendu la main et a pris celle de Cheryl. Je les ai observés et j'ai ressenti des émotions compliquées que je n'arrivais pas à organiser. Une partie de moi était heureuse que Cheryl comprenne enfin ce qu'elle avait fait de mal. Une partie de moi était encore en colère pour l'année de silence perdu. Une partie de moi ressentait de la tristesse que nous ne puissions pas revenir en arrière et recommencer. Mon père a parlé pour la première fois depuis des semaines et sa voix s'est brisée sous l'émotion. Il a dit qu'il devait assumer la responsabilité de sa part dans nos problèmes. Il a dit qu'après la mort de ma mère, il était terrifié à l'idée d'être seul. Il a dit que lorsqu'il a rencontré Cheryl, il a précipité le mariage parce qu'il avait peur de perdre une autre partenaire. Il a dit qu'il m'avait mis la pression pour s'aider avec Cheryl, parce que sa peur de la solitude comptait plus pour lui que de protéger mon processus de deuil. Il m'a regardé droit dans les yeux et s'est excusé. Il a dit qu'il aurait dû dire à Cheryl dès le début qu'exiger que je remplace ma mère n'était pas acceptable. Il a dit qu'il aurait dû établir des limites et protéger mon droit de souffrir à ma manière. Il a dit qu'il avait choisi de maintenir la paix avec sa femme au lieu de soutenir sa fille et que c'était mal. Des larmes coulaient sur son visage et il ne les a pas essuyées. J'ai commencé à pleurer aussi parce que j'avais besoin d'entendre ces mots depuis longtemps. La thérapeute nous a laissé rester avec l'émotion pendant un moment. Elle a dit que la prise de conscience de mon père était un progrès important. Elle a dit que reconnaître ses erreurs était la première étape pour faire de meilleurs choix. Elle nous a donné des devoirs pour la prochaine séance. Elle voulait que chacun de nous écrive une lettre exprimant ce dont nous avions besoin dans nos relations familiales. Elle a dit que les lettres devaient être honnêtes et spécifiques. Elle a dit que nous les lirions à haute voix la prochaine fois. J'ai passé des heures à écrire ma lettre la semaine suivante. Je l'ai réécrite 5 fois en essayant de trouver les mots justes. J'ai expliqué que je n'avais pas besoin que Cheryl soit ma mère parce que j'en avais déjà une. J'ai écrit sur le fait que le souvenir de ma mère était précieux et irremplaçable. J'ai dit que j'étais disposée à avoir une relation avec Cheryl en tant que belle-mère et épouse de mon père. J'ai dit que je pouvais la traiter avec respect et une gentillesse élémentaire. J'ai dit que je pouvais l'appeler Cheryl et reconnaître sa place dans la famille. Mais j'ai écrit que je ne pouvais pas lui donner un titre maternel sans avoir l'impression de trahir la femme qui m'a élevée. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle comprenne que ma mère serait toujours ma mère et que cela ne diminuait pas l'importance de Cheryl. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle arrête d'essayer de remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas être remplacé. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans mon sac à dos. J'étais nerveuse à l'idée de la lire à haute voix, mais aussi soulagée d'avoir mis mes sentiments clairement par écrit.
La 4e séance a commencé par la thérapeute demandant qui voulait lire sa lettre en premier. Cheryl s'est portée volontaire et a sorti plusieurs pages manuscrites. Elle l'a lu lentement et sa voix tremblait. Elle s'est excusée pour l'exigence d'être une vraie mère et a dit qu'elle comprenait maintenant à quel point c'était douloureux. Elle s'est excusée pour le traitement silencieux et a admis que c'était manipulateur et mauvais. Elle a dit qu'elle se sentait peu sûre de sa place dans la famille quand elle a épousé mon père. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment être belle-mère de quelqu'un qui était encore en deuil. Elle a dit qu'elle avait essayé de forcer l'acceptation au lieu de la gagner avec patience et compréhension. Elle a dit qu'elle reconnaissait que c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire et que c'était nuisible. Elle a dit qu'elle voulait une relation avec moi, mais seulement si j'étais disposée. Elle a dit qu'elle respecterait toutes les limites dont j'avais besoin. Elle a dit qu'elle ne ferait pas pression pour des titres ou n'exigerait pas des choses que je ne pouvais pas donner. Elle a fini de lire et m'a regardée avec les yeux rouges. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Les excuses semblaient insincères d'une manière que ses tentatives précédentes ne l'étaient pas. Mon père a essuyé et la thérapeute a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai lu ma lettre ensuite et mes mains tremblaient en tenant le papier. J'ai expliqué tout ce que j'avais écrit sur ma mère et mon besoin de protéger sa mémoire. J'ai dit que j'étais disposée à avoir une relation avec Cheryl, mais que cela devait être sur des bases honnêtes. J'ai dit que je pouvais l'appeler Cheryl respectueusement et la traiter avec une gentillesse élémentaire. J'ai dit que je pouvais la reconnaître comme la femme de mon père et ma belle-mère. J'ai dit que je ne pouvais pas prétendre qu'elle était ma mère parce que ce rôle était déjà rempli par quelqu'un que je ne cesserais jamais d'aimer. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle comprenne qu'aimer ma mère ne signifiait pas la rejeter. J'ai dit que j'avais besoin d'espace pour souffrir sans me sentir pressée, de tourner la page selon le calendrier de quelqu'un d'autre. J'ai fini de lire et j'ai baissé la lettre. Elle a hoché la tête lentement et a dit qu'elle comprenait. Elle a dit qu'elle ne demanderait rien que je ne puisse donner. La thérapeute a souri et a dit que c'était un réel progrès. Mon père a lu sa lettre en dernier et elle était plus courte que les nôtres, mais tout aussi émotionnelle. Il s'est excusé auprès de nous deux pour avoir évité les conflits au lieu d'aborder les problèmes directement. Il a dit qu'il voulait tellement une famille recomposée heureuse qu'il a ignoré comment ses choix m'affectaient. Il a dit qu'il aurait dû protéger mon droit de souffrir et établir de meilleures limites avec Cheryl dès le début. Il a promis de faire mieux à l'avenir, même quand ce serait inconfortable. Il a dit qu'il nous aimait toutes les deux et voulait que nous trouvions un moyen de coexister pacifiquement. Il a dit qu'il savait que nous ne serions peut-être jamais une famille parfaite, mais il espérait que nous pourrions être une famille honnête. Il a plié sa lettre et nous a regardés toutes les deux. La thérapeute a dit qu'elle était impressionnée par notre honnêteté et notre vulnérabilité. Elle a dit que nous avions fait un travail difficile lors de ces séances. Elle a demandé si nous pouvions convenir de mettre fin au traitement silencieux et de communiquer directement dorénavant. Cheryl et moi avons accepté. En quittant le bureau, j'ai dit au revoir à Cheryl directement pour la première fois, en 13 mois. Le mot a semblé étrange dans ma bouche, mais aussi comme un soulagement. À la maison ce soir-là, Cheryl est entrée dans la cuisine où je préparais des pâtes. Elle est restée près du comptoir et s'est raclée la gorge. J'ai levé les yeux et elle m'a demandé comment s'était passée ma journée en utilisant mon vrai nom, au lieu d'attendre que je utilise un titre d'abord. La question a plané dans l'air entre nous et j'ai réalisé que c'était la première fois qu'elle me parlait directement en 13 mois. Je lui ai dit que l'école s'était bien passée et que nous avions un examen de calcul. Ma voix sonnait étrangement en disant des mots en face d'elle au lieu de passer par mon père. Elle a hoché la tête et m'a demandé si je me sentais prête pour l'examen. J'ai dit oui et j'ai remué l'eau des pâtes. Mon père était à la porte, nous observant, comme si nous étions des animaux sauvages qui pouvaient s'attaquer à tout moment. Son expression mêlait espoir et peur, et je pouvais le voir retenir son souffle. Cheryl a demandé si j'avais besoin d'aide pour quelque chose pour le dîner. J'ai dit non, mais merci. Elle a dit d'accord, et elle a quitté la cuisine. Mon père a expiré et m'a souri comme si je venais de lui offrir le meilleur cadeau possible. Tout l'échange est peut-être 90 secondes, mais il a semblé énorme, après plus d'1 an de silence. Les semaines suivantes ont apporté d'autres de ces conversations courtes et maladroites. Cheryl m'a demandé de passer le sel au dîner. Je lui ai demandé si elle avait vu mon livre de bibliothèque. Elle m'a dit qu'elle faisait une lessive et si j'avais quelque chose à ajouter. J'ai mentionné que je rentrerais tard du groupe d'études. Nous parlions de choses pratiques de la maison et rien de plus profond. Les conversations semblaient rigides et formelles, comme si nous étions des étrangers partageant un appartement, au lieu de membres de la famille. Mais nous parlions. La maison semblait différente sans le silence pesant qui pressait sur tout. Je pouvais respirer plus facilement, bien que je me sente encore tendue près d'elle. Mon père a cessé de paraître épuisé tout le temps. Il souriait plus et faisait des blagues au dîner. Le fonctionnement de base de notre maison s'est amélioré, même si chez les moi n'étions pas du tout proches. 2 lettres d'acceptation sont arrivées par la poste le même jour, au début du mois de mars. Je les ai ouvertes à la table de la cuisine, et les 2 écoles m'ont accepté avec des offres d'aide financière. L'une était l'université à 8 heures de route, que je voulais vraiment. L'autre était un collège plus petit à environ 6 heures dans une direction différente. Les 2 étaient assez loin pour que je ne puisse pas rentrer à la maison tous les week-ends. Je me suis sentie excitée et soulagée, et aussi triste, parce que partir signifiait admettre que notre situation familiale m'avait poussée au loin. Mon père m'a entendu crier à propos des acceptations et est venu en courant du bureau. Cheryl l'a suivi dans la cuisine. Je leur ai montré les lettres à tous les 2, et mon père m'a serré fort dans ses bras. Cheryl est restée en retrait puis a fait un pas en avant. Elle a dit félicitations et qu'elle était heureuse pour moi. Elle a posé des questions sur les programmes et vers lesquels je penchais. Ces questions sonnaient vraies au lieu de fausses. Elle semblait vraiment intéressée par mes réponses, au lieu de simplement feindre l'intérêt pour le bénéfice de mon père. Je me suis surprise à expliquer les différences entre les 2 écoles et ce que j'aimais dans chaque programme. Nous avons eu une vraie conversation qui a duré plusieurs minutes. Mon père nous observait la bouche légèrement ouverte, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Quand j'ai fini de parler, Cheryl a dit que les 2 écoles semblaient géniales et qu'elle savait que je réussirais bien où que je choisisse. J'ai dit merci et je le pensais vraiment. Le moment nous a surprises toutes les 2. Mon père a changé après ça. Il a recommencé à cuisiner des repas élaborés au lieu de faire des choses simples pour expédier le dîner. Il riait plus fort aux émissions que nous regardions ensemble. Il mettait de la musique à la maison, ce qu'il n'avait pas fait depuis avant que ma mère ne tombe malade. Un soir fin mars, nous nous sommes assis pour manger un rôti et de la purée de pommes de terre qu'il avait passé 2 heures à préparer. Il a servi tout le monde puis a levé son verre d'eau. Il a dit que je pourrais vraiment lui manquer quand je partirais pour l'université, au lieu de ressentir seulement du soulagement que la guerre soit finie. La blague a atterri dans la salle à manger silencieuse et j'ai commencé à rire la première. Puis Cheryl a ri aussi. Mon père a souri et nous sommes restés là tous les 3, à rire ensemble pour la première fois depuis le mariage. Le moment semblait fragile, comme s'il pouvait se briser si quelqu'un bougeait mal, mais il a tenu. Nous avons continué à rire puis nous avons dîné et parlé de choses normales. Mon père semblait plus jeune que depuis des mois. Je suis allée chez Laïa le week-end suivant, et sa mère était dans la cuisine en train de faire des biscuits.
Je l'ai aidée à mesurer la farine et elle m'a demandé comment les choses allaient à la maison. Je lui ai raconté la thérapie, la conversation et les progrès étranges que nous faisions. Elle a arrêté de mélanger et m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré tout ça. Elle a dit « protéger la mémoire de ma mère tout en essayant quand même d'avancer à montrer une vraie maturité ». Ces mots m'ont serré la gorge parce qu'elle connaissait ma mère. Elles étaient amies avant le cancer. Quand elle a dit que ma mère serait aussi fière de moi, j'ai commencé à pleurer là, juste au-dessus de la pâte à biscuits. Elle m'a serré dans ses bras et m'a laissé pleurer sans rien dire de plus. Sa validation signifiait plus que celle de n'importe qui d'autre parce qu'elle comprenait pourquoi tout cela importait tant. Elle savait que ma mère n'était pas juste une mère morte abstraite, mais une personne réelle qui méritait d'être rappelée et honorée. Notre séance de thérapie suivante a eu lieu début avril. La thérapeute nous a demandé de parler de ce qui se passerait quand je partirais pour l'université dans 5 mois. Elle voulait savoir comment nous prévoyions de maintenir nos progrès quand je ne vivrais plus à la maison. Mon père a dit qu'il espérait que nous pourrions faire des appels vidéo régulièrement et se rendre visite pendant les vacances. Cheryl a dit qu'elle voulait continuer à construire ce que nous avions commencé. J'ai dit que j'étais disposée à garder contact, mais que j'avais besoin que tout le monde comprenne que je partais à l'université en partie pour mettre de la distance. La thérapeute a hoché la tête et a dit que c'était honnête et sain. Elle a regardé Cheryl et moi et a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a dit que nous n'avions pas besoin d'avoir une relation proche, mais que nous devions respecter la place de l'autre dans la vie de mon père. Cheryl était sa femme et partenaire. J'étais sa fille. Ces rôles étaient importants et aucun n'annulait l'autre. Elle a dit que l'objectif n'était pas de devenir meilleurs amis, mais de se traiter mutuellement avec respect et une gentillesse élémentaire. Cela semblait être quelque chose que je pouvais vraiment faire. La pression d'Eryl ou de l'accepter comme une figure maternelle rendait tout impossible. Mais la respecter comme la femme de mon père semblait raisonnable. Je pouvais répondre à cette attente sans avoir l'impression de trahir ma mère. Les affiches du bal de promo ont été placardées à l'école à la mi-avril et tout le monde a commencé à parler de robes, de cavaliers et de fêtes. Je n'avais pas beaucoup pensé au bal parce que toute l'année avait été centrée sur la survie à la situation domestique et l'entrée à l'université. Laïa a demandé si j'irais et j'ai dit peut-être. Elle a dit que nous devrions aller faire du shopping ensemble. J'ai accepté et j'en ai parlé à mon père au dîner ce soir-là. Cheryl débarrassait les assiettes et s'est arrêtée de bouger. Elle a demandé si je voulais de l'aide pour trouver une robe. L'offre m'a surprise car c'était la première fois qu'elle suggérait de faire quelque chose ensemble, qui n'était pas obligatoire. Le visage de mon père s'est illuminé d'espoir. J'ai ressenti de la méfiance quant à ses motifs, mais j'avais aussi vraiment besoin d'aide. Parce que j'étais nulle en shopping et je n'avais aucune idée de quel genre de robe chercher. J'ai dit « D'accord ». Cheryl a semblé satisfaite et a dit que nous pourrions y aller ce week-end. Mon père a souri si large que j'ai cru que son visage allait se fissurer. Le samedi matin est arrivé et je suis montée dans la voiture avec Cheryl en me sentant bizarre avec tout ça. Nous avons conduit jusqu'au centre commercial sans beaucoup parler. Elle a demandé à quelle couleur je pensais et j'ai dit que je ne savais pas. Elle a demandé si j'avais un cavalier et j'ai dit que non, que j'y allais juste avec des amis. Elle a dit que c'était très bien et que le bal était amusant de toute façon. Nous sommes entrés dans le premier magasin de robes et je me suis sentie complètement perdue en regardant les portants de tissus brillants de toutes les couleurs. Cheryl a commencé à sortir des robes et à les tenir. Elle a rejeté un jaune vif immédiatement et a dit que ça donnerait l'air malade à n'importe qui. J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Elle a souri et a continué à chercher. Elle a trouvé une robe rouge foncée et a dit de l'essayer. Je l'ai essayée et ça n'allait pas. Elle a approuvé et a dit que la coupe était terrible. Nous avons fait 6 magasins et elle a donné des avis honnêtes sur tout. Elle m'a fait rire avec ses commentaires sur certaines robes vraiment laides. L'une avait tellement de froufrou qu'elle a dit qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait attaquée avec un pistolet à tissu. Une autre était si serrée qu'elle a dit que je ne pourrais pas m'asseoir. De toute la soirée. Son humour était vraiment drôle au lieu d'être forcé. J'ai réalisé qu'elle me prenait comme j'étais, au lieu de forcer un moment de complicité faux. Elle m'aidait juste à faire du shopping sans transformer ça en une grande affaire émotionnelle. Dans le 8e magasin, j'ai trouvé une robe qui m'a fait m'arrêter net. Elle était bleu foncé et simple, mais m'allait parfaitement. Je suis sortie de la cabine d'essayage et le visage de Cheryl a changé. Elle a dit que j'étais magnifique. Elle a dit que la couleur était parfaite avec mon teint. Elle a dit que je devrais absolument prendre celle-là. J'ai regardé l'étiquette de prix et j'ai fait la grimace. Elle a vu mon visage et a dit qu'elle la paierait comme cadeau de fin d'études. J'ai commencé à refuser automatiquement, mais elle a levé la main. Elle a dit qu'elle voulait le faire et que je devais la laisser faire. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je portais le collier avec la pierre de naissance de ma mère que Cheryl m'avait donné à Noël. La robe bleue que Cheryl proposait d'acheter était sur mon corps. Les deux choses ensemble semblaient justes d'une certaine manière. Ma réalité familiale compliquée me regardait depuis le miroir. Je pouvais aimer ma mère et accepter un cadeau de Cheryl. Les deux choses pouvaient être vraies en même temps. Je me suis tournée vers elle et j'ai dit merci, et je le pensais complètement. Elle a souri et ses yeux sont devenus humides. Elle a dit de rien. Nous avons acheté la robe et sommes rentrés à la maison en écoutant la radio, et j'ai senti quelque chose changer entre nous que je ne pouvais pas nommer, mais que je reconnaissais comme important. La cérémonie de remise des prix a eu lieu 3 semaines avant la remise des diplômes. Je me suis assise dans l'auditorium avec d'autres élèves, pendant que les professeurs annoncèrent les honneurs et les bourses. Mon père et Cheryl étaient assis ensemble dans la section des parents. Quand ils ont appelé mon nom pour les prix de performance académique, j'ai traversé la scène et je les ai entendus tous les deux applaudir. La voix de mon père était plus forte, mais j'ai pu distinguer les applaudissements de Cheryl aussi. Après, dans le hall, Cheryl s'est approchée de moi directement et m'a dit qu'elle était fière de moi. Je l'ai regardée et j'ai dit « merci », sans ressentir la colère automatique, qui m'aurait brûlé 1 an plus tôt. Les mots sont sortis normaux et sincères. J'ai réalisé que je les disais avec sincérité. Debout là, tenant mes certificats, j'ai compris que quelque chose avait changé en moi ces derniers mois. Les arêtes vives de mon ressentiment s'étaient émoussées. Bien que notre relation ne ressemblerait jamais à ce qu'elle voulait à l'origine, nous ne serions jamais mère et fille. Nous étions devenus quelque chose de viable. Le jour de la remise des diplômes est arrivé par une matinée ensoleillée de juin. J'ai mis ma toche dans ma chambre et je me suis regardée dans le miroir. Partir pour l'université semblait soudain réel au lieu d'abstrait. Cette maison où j'avais vécu la mort de ma mère et la guerre silencieuse avec Cheryl serait bientôt un endroit que je ne ferais que visiter. Mon père a frappé et est entré en pleurant avant même que la cérémonie ne commence. Il m'a serré dans ses bras et a dit qu'il était fier. Et j'ai senti des larmes sur mon propre visage. À la cérémonie, je me suis assise avec ma classe sur des chaises pliantes sur le terrain de football. Mon père et Cheryl étaient assis quelque part dans les gradins avec des centaines d'autres familles. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la scène, pris mon diplôme et entendu la voix de mon père crier au-dessus de la foule. Cheryl a pris des photos de sa place. Après, nous nous sommes retrouvés dans le chaos des familles se réunissant.
Nous avons pris des photos ensemble avec moi, debout entre mon père et Cheryl. Mon père avait un bras autour de moi et Cheryl était de l'autre côté avec sa main sur mon épaule. Le photographe a fait le compte à rebours et nous avons tous souri. Je n'ai pas eu l'impression de trahir ma mère en étant là. Ma mère aurait voulu que je continue ma vie, même si cela signifiait accepter des arrangements familiaux compliqués. La fête de fin d'études chez nous a eu lieu le week-end suivant. Nous avons invité la famille élargie pour la première fois depuis plus d'1 an. Mon père a nettoyé la maison de manière obsessionnelle pendant 3 jours. Cheryl a cuisiné et installé des tables dans le jardin. Les parents sont arrivés avec des cartes et des petits cadeaux. Tout le monde a commenté à quel point l'atmosphère semblait bonne par rapport aux réunions précédentes, où la tension était évidente. Mon oncle Albert m'a prise à part pendant que je réapprovisionnais les boissons. Il a dit qu'il était impressionné par ma maturité à gérer une situation si difficile. Il a dit que peu d'adolescents auraient marre qu'ils puissent traverser ce que j'ai vécu et en sortir fonctionnel de l'autre côté. Ces mots m'ont fait sentir fière de la croissance que j'avais atteinte, bien que le voyage ait été douloureux et confus. L'été s'est passé d'une manière étrange et suspendue. Le jour du déménagement pour l'université s'est approché, et soudain, j'avais de vraies conversations avec Cheryl sur des choses pratiques. Elle a demandé quel genre de literie je voulais pour mon dortoir. Nous avons parlé de mon emploi du temps et des manuels que je devais acheter tôt. Les conversations semblaient normales au lieu de forcées. Nous n'étions pas proches, mais nous avions trouvé une dynamique fonctionnelle, qui marchait pour nous deux. 2 ans plus tôt, je n'aurais pas pu imaginer lui parler sans colère. Maintenant, nous discutions de lessive et de lampes de bureau comme des gens ordinaires, partageant une maison. Honnêtement, c'était plus que ce que je pensais possible quand l'impasse silencieuse a commencé. La semaine avant mon départ pour l'université, Cheryl a frappé à la porte de ma chambre en tenant une boîte en carton. Elle est entrée et l'a posée sur mon lit. Elle a dit qu'elle avait préparé un colis avec mes collations préférées pour ma chambre en dortoir. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu des sacs de chips que j'aimais et des paquets de biscuits et de barres chocolatées. Sous la nourriture, il y avait une photo encadrée. Je l'ai sortie et j'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. La photo montrait ma mère souriant dans notre ancienne cuisine. Je n'avais jamais vu cette photo spécifique auparavant. Cheryl a dit que mon père la lui avait donnée il y a des années et qu'elle voulait que je l'aie pour ma chambre d'étudiante. Ce geste de reconnaître l'importance de ma mère a rempli mes yeux de larmes. Elle me donnait la preuve que ma mère comptait et méritait de l'espace dans ma nouvelle vie. J'ai regardé Cheryl et je l'ai remerciée sincèrement. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle essaye de comprendre ce dont j'avais besoin, même s'il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Ma voix tremblait, mais j'ai continué à parler. J'ai dit que la photo signifiait tout pour moi. Les yeux de Cheryl sont devenus humides aussi. Elle a dit qu'elle était désolée de la façon dont elle avait géré les choses au début, quand elle a épousé mon père. Elle a dit qu'elle avait trop insisté pour quelque chose qui ne pouvait pas être forcé. Elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions continuer à construire sur les progrès que nous avions faits l'année dernière. J'ai convenu que j'étais prête à continuer d'essayer. Nous ne serions pas proches, mais nous pourrions être respectueuses et gentilles. Cela semblait suffisant. Le jour du déménagement est arrivé par une matinée chaude d'août. Mon père a chargé des cartons dans sa voiture pendant que je vérifiais ma liste de bagages pour la 3e fois. Cheryl a aidé à descendre les affaires. Nous avons conduit 8 heures jusqu'à mon université avec mes affaires bourrées dans chaque espace disponible. Le bâtiment de mon dortoir était en vieille brique avec des couloirs étroits. Mon père et Cheryl m'ont aidé à tout monter sur 3 étages. Ma colocataire n'était pas encore arrivée, donc j'ai eu le premier choix de lit et de bureau. Nous avons passé 2 heures à aménager mon côté de la chambre. Cheryl a accroché la photo de ma mère sur mon mur sans hésitation. Elle a demandé où je la voulais, et j'ai montré l'espace au-dessus de mon bureau. Elle a planté le clou et a accroché le cadre avec soin. Mon père a observé ce moment et j'ai vu tout son corps se détendre. Sa femme et sa fille avaient trouvé un moyen d'exister ensemble qui honorait les besoins de tous. Le soulagement sur son visage était évident. Après avoir fini de ranger, mon père et Cheryl ont dit au revoir sur le parking. Mon père m'a serré fort et a pleuré à nouveau. Cheryl m'a serré aussi, ce qui a semblé encore étrange, mais plus faux. Ils sont partis et je suis retournée dans ma chambre vide au dortoir. Je me suis assise sur mon nouveau lit en regardant la photo de ma mère au mur. J'ai touché le collier, avec la pierre de naissance que Cheryl m'avait donnée à Noël. Je me suis sentie reconnaissante d'avoir maintenu ma position sur la protection de la mémoire de ma mère. La bataille avait été épuisante et avait nui aux relations. Mais ma mère serait fière que je n'ai laissé personne effacer son importance dans ma vie. Cela comptait plus que de maintenir la paix ou de faciliter les choses. Quelques jours après la rentrée, j'ai envoyé un message à Cheryl. Je l'ai remerciée encore pour le colis, et j'ai dit que les biscuits qu'elle avait emballés étaient déjà finis. Elle a répondu avec un smiley et a proposé d'en envoyer plus. Cet échange simple et agréable a semblé être la preuve que nous avions vraiment surmonté le pire de notre conflit pour quelque chose de viable. Nous ne serions jamais ce qu'elle voulait à l'origine, mais nous étions devenus quelque chose de réel et d'honnête à la place. Mon père a commencé à appeler chaque semaine. Il demandait toujours comment je m'adaptais à la vie universitaire et si j'avais besoin de quelque chose. Il m'a dit que les choses étaient le plus calmes, à la maison maintenant que la tension était retombée. Il a dit que lui et Cheryl allèrent bien ensemble. J'étais sincèrement heureuse pour lui parce que je savais qu'il méritait la paix, après des années de deuil et de conflit. Il avait perdu ma mère, puis passé des années coincées entre sa femme et sa fille qui se battaient. Maintenant, il pouvait enfin respirer et profiter de son mariage sans stress constant. Cela semblait être un cadeau que je pouvais lui faire en allant à l'université et en le laissant avoir sa propre vie à nouveau. Les vacances de Thanksgiving sont arrivées après mon premier semestre à l'université et j'ai conduit jusqu'à la maison avec un mélange de nervosité et d'espoir. La maison semblait la même de l'extérieur. Mais quand je suis entrée par la porte d'entrée, je me suis arrêtée net dans l'entrée du salon. Cheryl avait tout changé. De nouvelles photos couvraient les murs dans des cadres soigneusement arrangés, et ma respiration s'est arrêtée quand j'ai vu ce qu'elle avait fait. Des photos de ma mère étaient affichées à côté de photos de famille plus récentes. La photo de mariage de ma mère était accrochée à côté de la photo de mariage de mon père et Cheryl. Une photo de ma mère me tenant bébé était placée à côté de la photo récente de notre famille actuelle à ma remise de diplôme. Ma mère n'était plus cachée ou reléguée dans ma chambre. Elle faisait partie de l'histoire de la famille que Cheryl racontait sur ses murs. Mon père s'est tenu derrière moi et a posé sa main sur mon épaule. Il semblait nerveux, comme s'il n'était pas sûr de la façon dont je réagirais à ce changement. Je me suis approchée pour examiner les photos et j'ai touché le cadre tenant l'image de ma mère. Cheryl est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon et nous avons établi un contact visuel pour la première fois depuis mon arrivée. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste fait un signe vers le mur et elle a souri avec un soulagement évident. Ce geste signifiait plus que n'importe quelle excuse ou explication n'aurait pu transmettre. Elle avait enfin compris qu'honorer ma mère n'était pas une menace pour sa place dans cette famille. Le reste des vacances de Thanksgiving s'est passé d'une manière que je n'avais jamais prévue. Mon père et moi avons cuisiné ensemble comme nous avions l'habitude de le faire.
et Cheryl s'est jointe à nous dans la cuisine, posant des questions sur les recettes que ma mère m'avait apprises. Nous avons regardé des films sur le canapé avec moi au milieu, et personne ne s'est senti tendu ou en colère. Cheryl a posé des questions sur mes cours et ma colocataire, et je voulais vraiment lui raconter ma vie à l'université. Nous n'étions pas soudainement meilleurs amis ou quelque chose proche d'une relation mère-fille traditionnelle, mais nous étions respectueuses, gentilles, et c'était sincèrement agréable d'être l'une près de l'autre. Mon père semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Il faisait des blagues au dîner et riait des miennes, et n'avait pas cette expression épuisée et inquiète qu'il avait portée toute ma dernière année. La maison semblait paisible au lieu d'une zone de guerre où tout le monde marchait sur des œufs. Ce n'était pas la famille recomposée parfaite que mon père avait probablement imaginée quand il a épousé Cheryl. Nous ne serions jamais la famille heureuse des films où tout le monde s'aime également et s'appelle maman et fille. Mais nous étions fonctionnels et respectueux, et honnêtement, cela semblait suffisant. Les vraies familles sont compliquées et désordonnées, et parfois le mieux que vous puissiez faire est de trouver un moyen de coexister, sans vous blesser les uns les autres. Nous avons finalement découvert comment faire cela. Lors de mon dernier jour à la maison avant de repartir pour l'université, j'ai chargé ma voiture pendant que Cheryl préparait des sandwichs pour le voyage. Mon père continuait de trouver des choses aléatoires dont il pensait que je pourrais avoir besoin à l'école et les apporter à la voiture. Je les ai serrés tous les deux pour leur dire au revoir. Et Cheryl m'a dit de conduire prudemment et d'envoyer un message quand j'arriverais. Toute l'interaction semblait normale et sans rien de spécial, ce qui la rendait remarquable étant donné d'où nous étions partis. En conduisant, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé ces 2 dernières années. Se battre pour protéger la mémoire de ma mère avait été épuisant et douloureux et avait nui aux relations qui comptaient pour moi. Mais j'avais appris des choses importantes sur les limites et la défense de ce en quoi je croyais. Personne ne pouvait me forcer à oublier ma mère ou à prétendre qu'elle ne comptait pas. Personne ne pouvait exiger que je la remplace par quelqu'un de nouveau juste parce que cela les rendait plus à l'aise. Je me suis défendue quand mon père ne m'a pas défendue. Et j'ai refusé de céder même quand le silence est devenu insupportable. Ma relation avec Cheryl ne serait jamais maternelle. Et j'étais en paix avec ça maintenant. Elle n'était pas ma mère et ne serait jamais ma mère. Et nous avions toutes deux enfin accepté cette vérité. Mais elle était la femme de mon père. Et essayait d'être une personne décente qui respectait mon deuil et mes limites. C'était suffisant pour construire quelque chose de réel, même si ce n'était pas ce que tout le monde voulait à l'origine. Mon père méritait d'être heureux après avoir perdu ma mère, souffert pendant des années et géré le conflit entre sa femme et sa fille. Il pouvait enfin se détendre et profiter de son mariage maintenant que Cheryl et moi avions trouvé notre paix compliquée et imparfaite. Je pouvais honorer la mémoire de ma mère, tout en continuant ma vie et en construisant de nouvelles relations. La réalité complexe de notre famille recomposée n'était pas parfaite, mais elle était honnête et respectueuse, et cela semblait être la bonne fin pour notre longue impasse silencieuse.